je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait non, on n'a pas compris, puis en fait on se dit peut-être que si, puis en fait non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe, Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Qui connaît le domaine de l'expérimentation animale? S'agit-il d'un mal nécessaire ou plutôt des pratiques immorales vouées à disparaître? Peut-on trancher dans ce débat? La réalité est que ces milieux restent très opaques, mais ils se veulent éthiques. Or, la discrimination spéciste y sévit, tout comme dans le reste de la société. Les animaux sont victimes de ces pratiques. Du point de vue des animaux utilisés, comment justifier l'énorme tort qu'ils endurent? Qu'il y ait des alternatives ou pas? Peut-on moralement défendre leur sort? Est-ce que nous avons un double standard entre ce qui nous semble moralement juste pour nous, humains, et ce qu'il est pour ces animaux issus de l'expérimentation? Sommes-nous des suprémacistes humains et justifions nos choix par des considérations médicales en faveur de l'espèce dominante, c'est-à-dire nous? Aujourd'hui, nous allons y voir un peu plus clair sur ce sujet qui est un peu compliqué et décortiquer les conséquences éthiques. Bienvenue à l'émission Kumquat Animalisme critique. C'est la première sans l'animatrice phare Lou. Sans prétention d'égaler son talent, on démarre cette émission spéciale qui nous tient vraiment à cœur. Elle est dédiée à un sujet particulièrement méconnu et compliqué à appréhender en termes d'éthique. Il s'agit de l'expérimentation animale. Notre invité est Nicolas Marty, il est spécialiste de ce sujet. Il va nous aider à mieux en saisir les ressorts et ses conséquences. À mes côtés, j'ai la chance d'avoir Karine qui va contribuer à l'émission. Merci d'être là, Karine. Et je te laisse présenter l'invité. Oui, merci. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu as 33 ans et tu habites à Périgueux. Tu es chargé de campagne de l'association animaliste One Voice, mais tes propos dans l'émission n'engagent pas l'association. Tu as créé le site web expérimentationanimale.info et la chaîne YouTube La Volière des écureuils bleus où tu vulgarises le sujet. Tes premiers pas ont eu lieu grâce à ton ancien rôle dans l'association antispéciste Acta Gironde lors de l'élaboration d'un dépliant où tu cherchais des infos rigoureuses sous un angle antispéciste. Plus tard, la traduction du livre américain On fonctionne tous de la même manière de Rick Bogle a aussi contribué à solidifier ton engagement. Enfin, tu es bénévole auprès de plusieurs associations animalistes. Avant de rentrer dans le sujet, Nicolas, est-ce que l'édito et la présentation sont correctes? Oui, tout à fait. Absolument. D'accord. On pourrait démarrer d'un côté un peu personnel. Qu'est-ce qui t'a amené vers un tel sujet? Quels sont les aspects concrets qui t'ont intéressé et qui te motivent encore à rester engagé? On parle bien du sujet de l'expérimentation animale, du coup. Ce sujet-là, j'y suis allé donc avec Acta, comme on disait, une asso dont j'étais président à Bordeaux. Et pour faire un dépliant, fallait trouver qu'est-ce qui existait déjà. Alors, qu'est-ce qui existait déjà comme dépliant sur l'expérimentation animale? Rien qui soit antispéciste. Et ça me gênait pas mal, parce que je voulais pouvoir dire, voilà, on refuse l'expérimentation animale, pas pour des raisons scientifiques ou autres, parce que ce serait pas efficace, parce que il faut avoir de l'empathie pour les animaux. Oui, très bien. Mais l'antispécisme là-dedans, où il est? Du coup, j'ai fait des recherches là-dedans et je suis vraiment tombé dans la marmite. Parce que voilà, au bout de 6 mois, à essayer de faire un dépliant, je me suis dit je vais le faire et puis je vais continuer de chercher et puis je vais faire un livre, parce qu'il y a de quoi faire un livre. J'y suis encore, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Je suis encore en train de travailler sur ce livre parce que c'est tellement énorme comme sujet. Du coup, il y a un côté passionnant et il y a un côté absolument affreux parce que c'est le sort que les animaux subissent dans ces laboratoires, dans ces pratiques-là, qui est particulièrement
difficile aussi. Comment est-ce que tu as développé cette expertise et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on devrait... Quelle est la légitimité finalement que tu as? La légitimité que j'ai à parler. Déjà, effectivement, je suis pas philosophe, je suis pas biologiste, j'ai pas de formation universitaire en biologie ni en philosophie d'ailleurs. Par contre, effectivement, depuis fin 2018, en gros, je passe tout mon temps, l'équivalent d'un emploi à temps plein, et puis depuis que je suis chez One Voice en 2022, le temps plein plus à côté, à travailler sur ce sujet-là. Donc j'ai lu la plupart des ouvrages qui existent qui travaillent sur ce sujet-là, sur l'expérimentation animale, et étudié de différentes manières. Et puis l'expertise que j'ai et que peu d'autres personnes ont, c'est qu'en 2020-2021, j'ai commencé à faire des demandes de documents à plein d'administrations pour avoir les rapports d'inspection des laboratoires. Et j'ai acquis une expertise que je voulais pas en droit administratif parce qu'il a fallu passer par tout un tas de tribunaux. Et surtout derrière, j'ai pu avoir énormément d'informations qui n'existaient pas ailleurs, comme ça, ce qui m'a permis de effectivement développer l'expertise sur ce sujet. Donc je parle de ce point de vue-là et du point de vue des différentes lectures en ce qui concerne la philosophie dont on va parler tout à l'heure. C'est effectivement à partir de nombreuses lectures de ce qui parle de ce sujet de la part de spécialistes. Donc je m'engagerai pas sur mon opinion, je vous parlerai de l'opinion des spécialistes. Exact, très bien. Et Nicolas, est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que l'expérimentation animale? Ouais, l'expérimentation animale, en faisant très bref, c'est l'utilisation des animaux dans des expériences ou des tests ou des recherches, une utilisation qui implique pour eux des torts, que ce soit la détention, des souffrances, du stress, de la douleur, tout un tas de torts qui leur sont faits dans un but qui peut être le but de tests réglementaires pour des mises sur le marché de produits, pour contrôler si des médicaments ou des cosmétiques ou des produits chimiques sont dangereux. Ça peut être des recherches sur différentes maladies, ça peut être des recherches sur comment rendre l'élevage d'autres animaux plus rentable ou plus justifiable aux yeux du public. Il y a tout un tas de pratiques. Le fond, c'est toujours des animaux non humains qui sont mis dans des situations qui leur font du tort, pour les intérêts généralement humains. Et est-ce que tu peux nous donner des chiffres à retenir en France et dans le monde? Ouais. Dans le monde, c'est très compliqué parce que les animaux sont pas comptés dans tous les pays. Et notamment, on voit aux États-Unis, les rongeurs et les oiseaux ne sont pas comptés. Alors que les rongeurs sont les animaux les plus utilisés partout dans le monde en expérimentation animale. En France, on sait, c'est à peu près un peu moins de 2 millions d'animaux qui sont utilisés dans des procédures expérimentales chaque année. Et puis 2 millions d'animaux en plus qui, eux, vont être tués dans les laboratoires sans passer par l'expérimentation, sans être expérimentés. Soit parce que quand on crée une lignée d'animaux génétiquement modifiés, par exemple, on va faire des tests. Il va falloir en faire plein d'animaux, en faire naître beaucoup. Parmi eux, la plupart ne vont pas correspondre à ce qu'on attend comme modification génétique. Donc ceux-là, à la poubelle, globalement. C'est du surplus. Donc voilà, ça c'est les 2 millions d'animaux en plus. Donc c'est à peu près 4 millions d'animaux vertébrés impliqués en France chaque année. Les invertébrés ne sont pas comptés. À l'échelle du monde, on estime sur les vertébrés, ce serait quelque part entre 40 millions et 150 millions par an. Je ne sais pas justement parce que c'est très mal compté. Merci. Et quel est le regard historique sur l'évolution des pratiques et des discours ? C'est un regard qui est très pessimiste, qui rend pessimiste, parce que les discours n'ont pas changé depuis 150 ans. Dès qu'il y a eu un refus du public de la vivisection, ça s'appelait comme ça au XIXe siècle, globalement, dès qu'il y a eu ça, des tentatives de réglementation, la profession des vivisecteurs à l'époque s'est organisée. Il y a eu une réglementation en Angleterre, les vivisecteurs se sont organisés pour prendre le contrôle de la réglementation et pour donner toutes les autorisations qu'ils voulaient à leurs propres collègues. Ensuite, il y a eu d'autres tentatives de réglementation en France et aux États-Unis. Et là, on a des neuropsychiatres qui sont commencés à dire « Ah oui, mais les anti-vivisections, ils sont fous !» ou « C'est la faiblesse des femmes » ou alors les hommes qui ont un problème au cerveau. Voilà, donc c'était vraiment ça. Le discours a évolué dans ce sens-là parce qu'on n'entendra plus trop ça aujourd'hui. Mais c'est toujours « Les adversaires ne sont pas légitimes à parler ». C'était parce qu'ils sont fous, aujourd'hui c'est parce qu'ils y connaissent rien, ou comme ça. Et nous, les scientifiques qui faisons de l'expérimentation animale, on sait ce qui est bon, on est gentil avec les animaux, on va pas leur faire trop de mal. Ça, c'est un discours qu'on entend
en 1903, en 1908, en 1915, en 1920. J'ai des citations comme ça qui datent de tout le long du XXe siècle où on dit « Oui, d'accord, avant, on faisait peut-être du mal aux animaux, il y avait peut-être des abus. Aujourd'hui, ça va. » Ce discours, il n'a pas bougé. Merci. Et quels sont les principaux changements législatifs ou réglementaires qui ont eu un impact sur le domaine de l'expérimentation animale ? Si on parle de l'Union européenne, là où on est, la France, il n'y a jamais eu de réglementation de l'expérimentation animale. Globalement, il y en a eu une petite quelque part dans les années 60, mais ça valait rien. La première chose qui a vraiment impacté le milieu dans l'Union européenne, c'est la directive en 1986, une directive européenne. Donc là, on a eu une réglementation qui obligeait les gens à demander l'autorisation de faire des expérimentations sur les animaux. Et cette directive allait évoluer encore en 2010, une nouvelle directive européenne qui s'applique encore à toute l'Union européenne. Et là, avec, cette fois-ci, c'est pas seulement des gens qui doivent demander l'autorisation, c'est pour chaque projet, il faut demander une autorisation de réaliser ce projet-là en respectant certains principes dont on parlera tout à l'heure. Mais globalement, c'est les deux grandes dates à retenir, ce 1986 puis 2010. Et là, on aimerait bien que ça change encore, que ça augmente encore, parce qu'on est encore très 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 loin du compte. Même pour des gens qui voudraient accepter l'expérimentation animale, ça suffit clairement pas. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est interdit en France et dans le monde ? Les tests en cosmétique et leur commercialisation le sont en France, mais des tests sont parfois réalisés hors Union européenne, en Chine par exemple. Comment acheter sans souffrance animale ? Est-ce qu'il existe des logos ? Il y a des logos, vous les trouverez assez facilement, globalement. Une chose que je veux mettre en avant, c'est que la consommation individuelle, le choix individuel, la responsabilité individuelle sur ce sujet est très difficile parce qu'on n'a aucun impact. Individuellement, on peut avoir aucun impact là-dessus. Tout est testé sur les animaux. Vous achetez un ordinateur, la plupart des composants de l'ordinateur vont être testés sur les animaux. Vous achetez une boîte en plastique pour ranger vos fringues, le plastique va avoir été testé sur les animaux. Vous achetez n'importe quoi, tout est passé par des tests sur des animaux à un moment ou un autre parce que c'était obligé ou parce que ça se faisait ou les deux. Donc c'est vraiment compliqué. Sur les cosmétiques, on vient d'avoir une décision, là il y a 2 jours, de la Cour de justice de l'Union européenne qui confirme que, gros problème, donc les cosmétiques qui sont mis sur le marché dans l'Union européenne ne doivent effectivement pas être testés sur les animaux pour ça, ni leurs ingrédients. Sauf que les ingrédients peuvent éventuellement relever de la législation sur les produits chimiques. Et dans ce cas-là, elle relève d'une autre réglementation européenne qui s'appelle REACH. Voilà. Et là, même si c'est des ingrédients qui sont uniquement cosmétiques, s'il y a des tests à faire pour la sécurité des travailleurs qui vont les utiliser et pas du public, eh bien la Cour de justice de l'Union européenne a bien confirmé que oui, dans ce cas-là, même des ingrédients uniquement cosmétiques peuvent être testés sur des animaux dans l'Union européenne. Donc c'est très compliqué. La Chine à côté s'est quand même pas mal améliorée là-dessus, puisqu'il y a quelques années c'était obligé de faire des tests pour y vendre. Maintenant, pour la plupart des produits cosmétiques, à l'exception des crèmes solaires ou des colorants pour les cheveux, des choses comme ça, la plupart des produits cosmétiques, il suffit que les entreprises extérieures donnent un certificat de bonne pratique et elles peuvent être exemptées des tests sur les animaux pour vendre en Chine. Donc là, il y a eu une grosse avancée pour le coup, parce que la Chine, effectivement, était très génératrice de tests sur les animaux pour ça. D'accord. On va rentrer maintenant un peu sur des aspects de cette industrie. Est-ce qu'il y a une résistance Est-ce que même les pouvoirs publics, ils sont pas très transparents Moi, je dirais que on peut parler d'opacité. Oui, c'est même peu dire. L'opacité, elle est totale. Elle est totale, c'est-à-dire qu'on demande des documents qui sont censés être publics. On a une loi en France, la loi CADA, qui prévoit que les documents produits par les administrations, sauf pour des exceptions bien prévues, doivent être donnés au public sur demande. Le public adresse une demande à un ministère, à une préfecture, à une mairie. La mairie, la préfecture, le ministère doit lui donner le document en cachant éventuellement certaines choses dessus, si par exemple c'est des choses qui peuvent générer des risques pour la sécurité publique. Quand on demande des documents sur l'expérimentation animale, silence, silence, silence. Et puis au bout d'un mois, on est obligé de saisir la CADA, donc la commission d'accès aux documents administratifs. Et puis ça répond toujours pas de l'autre côté. On est obligé d'aller aux tribunaux pour réussir à obtenir un peu de documents. Et ils vont toujours essayer de cacher des choses dessus. C'est toujours en cacher le plus possible pour pouvoir communiquer au public derrière comme ils veulent. C'est ça l'enjeu derrière aussi. On peut parler d'un mur administratif. Oui, là c'est un gros mur, un mur avec une jolie peinture.
avec marqué transparence dessus. Mais ça reste un gros mur, ouais. D'accord, parce qu'en fait, tu as fait un long travail, c'est ce que dit un peu avant, de essayer d'aller obtenir des informations des organismes qui devraient en fait être transparents et communiquer ces informations. Et là, c'est là que tu as dû relancer et recontacter et en fait épuiser. Tu t'es épuisé. Ah, c'était toute une saga. Ça, c'est un travail que j'ai commencé donc avant d'être chez One Voice en mon nom perso, et puis que One Voice pratique sur d'autres sujets, sur ce sujet-là aussi. Mais c'est effectivement, on demande, et j'imaginais que les administrations seraient de bonne foi. Et finalement, j'ai eu aux tribunaux des messages absolument hallucinants de la part des préfectures, comme quoi j'étais en fait un terroriste qui voulait avoir ça pour m'introduire dans les laboratoires. Comme ça, quand ils ont compris que ça relevait presque de la diffamation, ils sont allés un peu plus doucement. Mais toujours en disant, voilà, les activistes animalistes, c'est des terroristes, il y a des risques. Si on révèle où sont les laboratoires, ils vont y aller, ils vont foutre le bordel. Voilà, on en est là à essayer de faire croire ça, alors qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé depuis 15 ans en France. Il y a eu un incendie en 2008 dans un labo de Charles River à Lyon, quelque chose comme ça. Mais en France, ça n'a quasiment pas existé des actions de ce type-là. Et pourtant, ils essaient de faire croire ça. Ça me semble important, cette notion d'opacité et de manque de transparence, parce que je pense qu'en général, on n'est pas conscient qu'il y a ce problème-là, alors que c'est un sujet quand même qui est sociétal, et donc on devrait normalement pouvoir obtenir des informations. Oui. Alors, on va maintenant rentrer un peu plus dans les détails, on va parler de spécisme. Donc, je vais te demander de définir le spécisme, mais la question, c'est que, bien sûr, le spécisme est une réalité sociologique qui est présente partout dans l'inconscient collectif, mais forcément, ça se traduit donc dans la loi sur la recherche. Ouais. Déjà, pour la définition, le spécisme, en gros, c'est le système de discrimination basé sur l'espèce. Donc, plus clairement, ça veut dire que si on juge que c'est OK de tuer une poule, alors que c'est horrible de tuer une personne humaine, simplement parce que c'est juste une poule, c'est une manifestation du spécisme. Donc spécisme, c'est un mot qui a été inventé dans les années 70 sur le modèle de racisme et sexisme, parce que c'est les mêmes mécanismes en fait. On se base sur des comparaisons entre tel et tel groupe de population en général, quitte à imaginer des différences qui n'existent pas vraiment, ou à utiliser des différences qui n'ont rien à voir avec le sujet, comme l'intelligence, pour justifier les différences de traitement. Donc il y a nous on est importants. Et puis il y a eux, les animaux. Eux, ils sont moins importants ou pas du tout. On peut leur faire du mal si c'est utile pour nous. D'un point de vue spéciste, c'est ça. Le spécisme, il y a un problème dans le fait que cette discrimination, elle est arbitraire. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation directe. Voilà. Et donc, du coup, forcément, c'est un critère qui est arbitraire, qui est mauvais, comme ça pourrait l'être des notions biologiques comme la race, le sexe, etc. C'est ça. On pourrait rajouter aussi que c'est une discrimination arbitraire dans les espèces. Par exemple, pourquoi manger une poule et caresser un chien, ou pourquoi manger des cochons et aimer son chien ou Tout son à fait, chat. c'est une notion importante, c'est-à-dire qu'il y a deux parties au spécisme, une qui est déjà donc entre humains et animaux, et l'autre qui est dans les animaux aussi, on va discriminer de façon arbitraire. Oui, dans l'espèce animale, oui. Et qui sera, des gens vont quand même manger des chiens, taper sur des chiens, etc. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi que du coup, si un chien se fait maltraiter, si un chien prend un coup de pied et qu'il y a une pétition, on va avoir 200 000 signatures en l'espace de 4 heures, parce que les gens justement vont réagir à ça, alors que si un cochon ramasse un coup de pied, ce qui se passe tous les jours dans les abattoirs, personne va réagir, parce que voilà, c'est la vie, il faut bien manger du jambon. Oui. On peut d'ailleurs porter plainte. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il est le spécisme, non seulement dans les actes de chaque personne, mais aussi c'est vraiment ce système qui fait que les gens vont réagir plus aux mêmes maltraitances selon les espèces à qui ça s'applique. Imaginez qu'on donne un coup de pied à un bébé, là évidemment ça va crier, et heureusement. Oui. Le spécisme, il est systémique. Donc, on a dit que forcément, ça se traduit dans la loi sur la recherche. Maintenant, on va rentrer dans des sujets qui me semblent importants, où on va trier un peu, par exemple, entre le Code de la santé publique et la réglementation de l'exploitation animale. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. C'est des choses qui se disent à plusieurs endroits. Globalement, la différence, le Code de la santé publique, il va réglementer l'utilisation des personnes humaines en recherche. Il a une partie qui réglemente ça. Le Code de la santé publique, il dit, en gros, il y a une petite partie qui va dire,
les intérêts de la société ne doivent pas passer par-dessus les intérêts de l'individu. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vous torturer, de vous injecter des trucs qui vont être toxiques, même si ça pouvait apporter beaucoup d'avancées scientifiques à la société, beaucoup d'avancées médicales, beaucoup d'avancées thérapeutiques. On n'a pas le droit de vous faire ça parce que vos intérêts passent avant l'intérêt général. Dans la réglementation sur l'expérimentation animale, ça non. Non, voilà, les animaux, on a tout à fait le droit de les exploiter de plein de manières possibles. Il va y avoir des principes qui s'appellent les 3 R qui vont devoir être appliqués. Et donc, le principe de dire il ne faut pas que les intérêts passent en dessous de l'intérêt général, pour les animaux, ça se transforme en si c'est possible de les remplacer et d'avoir exactement les mêmes résultats, il faut le faire. Si c'est possible de réduire le nombre sans compromettre les résultats statistiques, la validité statistique des résultats, il faut le faire. Et puis si c'est possible de leur faire moins mal, de leur donner des antidouleurs, etc., il faut le faire. Et ça s'arrête là, les animaux, ils sont quand même instrumentalisés, ils peuvent quand même recevoir toutes ces substances qui vont être toxiques, on peut leur faire des tumeurs, on peut leur inoculer des maladies, générer des maladies chez eux, les tuer, évidemment la plupart sont tués. Tout ça, c'est quelque chose qui est acceptable pour la réglementation sur l'expérimentation animale. Imaginez si on tue une personne humaine dans le cadre de tests sur les humains, si on tue volontairement, parce que ça arrive que des personnes meurent sur des accidents, si on tue volontairement une personne humaine, mais ce serait affreux. Même si c'était pour un grand bien ou pour obtenir une molécule miraculeuse sur un traitement. C'est ça, on aurait du mal à se dire, il y a d'autres, on en parlera plus tard, il y en a d'autres qui pourraient dire ok, c'est justifié quand même, mais si on prend 1000 personnes, plus ou moins au hasard, on va faire un échantillon de population qui serait valide scientifiquement pour développer une thérapie contre tous les cancers. Et ces 1000 personnes, on va leur faire subir des tortures affreuses. Elles vont avoir très mal et tout ça, on va les tuer à la fin. Mais il n'y aura plus de cancer après. Tous les autres vont être sauvés. Est-ce que ce serait justifié ? D'après le code de la santé publique, non. D'après la plupart des gens, non. Et pourtant, c'est exactement ça qu'on applique aux animaux, c'est-à-dire eux, c'est moins important visiblement. Eux, leur vie, leurs intérêts à eux, visiblement, sont moins importants que nous. Que nous, et pas seulement pour les médicaments. Que nous, pour les intérêts de l'industrie, qui développe des médicaments qui sont les mêmes que ceux qui étaient avant, qui n'ont pas de valeur ajoutée, etc. Il y a énormément de ça aussi. Le spécisme semble clair là. Un autre aspect aussi qui semble intéressant, c'est les comités d'éthique dans l'expérimentation animale versus ce qu'on appelle la bioéthique. Ouais. Et par exemple, dans la bioéthique, on peut parler de consentement, d'intégrité individuelle. Oui, et puis de bienfaisance, non-malfaisance. C'est des principes des personnes humaines en bioéthique, donc en la réflexion sur l'éthique de l'utilisation des personnes humaines justement dans la recherche, globalement. On va dire, une personne, on va pouvoir l'utiliser, lui faire prendre des risques, éventuellement, avec un traitement expérimental ou quelque chose comme ça, si elle est d'accord déjà. Si elle est capable de comprendre pour être d'accord, mais d'une manière libre et éclairée. Et puis, si c'est susceptible de lui servir. On va lui faire prendre des risques seulement si c'est quelque chose, le traitement qui va être testé, est susceptible de lui apporter à elle quelque chose à elle individuellement, qu'elle en tire un bénéfice individuel. C'est pas seulement ça va servir aux autres, c'est toi, t'as cette maladie-là, et il n'y a rien d'autre pour toi pour l'instant, on va tester ça, tu peux prendre ce risque-là, effectivement, peut-être que ça te fera du mal, mais peut-être que ça va te faire du bien, et ça aidera la recherche en même temps. Est-ce que t'es d'accord ? T'es pas d'accord ? Ok, on n'a pas le droit de le faire. Les comités d'éthique en expérimentation animale, c'est complètement autre chose. Leur avis est obligatoire depuis 2013 en France. Quand on veut faire un projet d'expérimentation animale, on leur envoie le projet. Et le comité d'éthique, qui est composé principalement des employés du laboratoire qui veut faire l'expérience, et des autres laboratoires rattachés des fois au même comité d'éthique, il peut y en avoir plusieurs. Donc ce sont déjà des personnes qui ont des intérêts ? Oui, ce sont des gens qui font de l'expérimentation animale de toute façon, et qui vont juger les projets les uns des autres, globalement, et de leurs collègues et des collègues les uns des autres à l'intérieur d'un même comité. Donc il y a un problème d'indépendance déjà qui est très très clair. Mais à l'intérieur de ce comité d'éthique, on reçoit le projet, et eux, ce qu'ils vont vérifier, c'est pas que les intérêts de l'animal soient respectés, c'est pas que on évite de tuer l'animal, etc. Eux, ils vérifient que les 3 R dont je parlais tout à l'heure sont respectés. Le remplacement, ils ont dit qu'ils ont regardé, il n'y a pas de méthode alternative, c'est pas possible de faire autrement, ok, d'accord.
À la réduction, ils ont consulté un biostatisticien dans le meilleur des cas, il a dit que il fallait bien 6 souris par groupe pour avoir des résultats comme ça, ok, ça marche. Et puis raffinement, ils vont mettre des petits tuyaux en carton dans les boîtes des rats, donc les rats c'est bon, ils vont pouvoir se balader, ils vont pouvoir grignoter leurs tuyaux en carton, il y a de l'enrichissement, ils vont leur donner des antidouleurs, donc ça va, même si la douleur qui restera, elle sera encore forte, ça va, ils font ce qu'ils peuvent pour la réduire, donc c'est bon. Ils vont donner quelques conseils, dire là oui il y a les tuyaux en carton, peut-être qu'avec une maisonnette en bois en plus ce serait mieux. Là vous n'avez pas consulté de biostatisticien, peut-être que vous pouvez utiliser une souris en moins par rapport à ce que vous avez prévu. Il va y avoir des petits échanges comme ça, et puis ensuite ils vont approuver le projet qui invariablement, c'est de l'expérimentation animale, c'est le principe, invariablement va faire du mal aux animaux. Et les animaux ne vont pas en profiter. Parce que là aussi, on pourrait penser, il y a la recherche clinique vétérinaire, celle où il y a des chiens malades, par exemple, on emmène chez le vétérinaire, il peut proposer des traitements expérimentaux, on peut proposer des choses comme ça pour développer la médecine pour ces animaux-là, et que l'animal qui teste ce traitement-là, il puisse en profiter lui aussi. Ça, c'est pas de l'expérimentation animale, c'est pas compté comme de l'expérimentation animale. C'est autre chose. C'est une pratique complètement autre, parce que là, il y a un bénéfice individuel qui est attendu. Et on peut chercher le consentement des propriétaires de l'animal éventuellement, de l'animal lui-même si on se donne assez de mal, on peut chercher à savoir s'il y a un genre de consentement aussi. C'est autre chose. L'expérimentation animale, le consentement, on s'en fout. L'animal, il n'a pas choisi d'être là. S'il avait pu choisir de manière éclairée, il ne serait pas là. Mais on s'en fout. Oui, il y a quand même une notion importante, c'est que vis-à-vis de cette réglementation, il faut dire qu'elle ne définit pas ce qui est éthique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une réglementation et qu'il y a certains points qui sont établis que ça rend la chose éthique. Oui, la loi a jamais défini ce qui était éthique, ou en tout cas ne devrait pas le faire. Et le code noir au début du 19e siècle, qui réglementait l'esclavage, et il y a eu tout un tas de gens pendant les débats sur l'abolition de l'esclavage qui ont raconté non mais les planteurs c'est pas ce qu'ils étaient avant, maintenant ils sont gentils avec leurs esclaves, ils ont bien du cœur, et puis les esclaves ils ont pas envie de partir, ils sont contents là où ils sont, etc. Il y a eu tout ça, et les gens comprennent pas ce que c'est l'esclavage, et regardez en plus là on est obligé de leur laisser le dimanche sans travailler, ils peuvent pas dépasser 14 heures de travail par jour, franchement ça va. Et donc voilà, c'est ça, la réglementation clairement a jamais défini ce qui est éthique. L'éthique c'est autre chose, c'est une discipline de la philosophie, et c'est en dehors de ça. Alors en fait on voit bien donc au fil de cette discussion qu'il y a un peu 2 poids 2 mesures. D'un côté on est dans la déontologie, on va dire, pour les humains, et de l'autre côté on est dans l'utilitarisme pour les individus des autres espèces. Est-ce qu'on peut parler de ce suprémacisme humain, déontologisme et utilitarisme ? Ouais. Peut-être déjà je vais définir déontologisme et utilitarisme, et pour le suprémacisme humain, peut-être je définis le suprémacisme humain d'abord, et je reparlerai de déontologisme et utilitarisme plus clairement. Le suprémacisme humain, c'est croire qu'il y a une hiérarchie absolue entre les espèces, avec évidemment tout en haut les humains. C'est nous les meilleurs, ils sont là pour nous. Ça, c'est une cause, et en même temps, c'est une conséquence du spécisme, tellement c'est ancré. C'est-à-dire que dès qu'on méprise les intérêts des autres animaux, et puis c'est bien ça, on les méprise dans le sens où on leur accorde pas autant d'importance qu'à nos intérêts. Donc dès qu'on méprise les intérêts des autres animaux, on peut simplement les mettre à notre service, ces animaux, et leur faire ce qu'on veut pour notre profit. Ça, c'est le suprémacisme humain. Et cette différence qu'il y a, ce double standard, donc déontologisme, utilitarisme, comme tu disais, déontologisme et utilitarisme, c'est des écoles de philosophie morale, justement, des écoles d'éthique normative, on en parlera plus tard. Globalement, le déontologisme, c'est une école qui va dire, il y a des devoirs. Il y a des devoirs absolus, il y a des droits qui correspondent à ces devoirs, etc. Et on va pas, par exemple, on a le devoir de ne pas tuer. On a le devoir de ne pas faire brûler des maisons, parce que c'est pas bien de faire brûler des maisons. Il y a d'autres raisons comme ça, mais le déontologisme va poser des devoirs absolus comme ça. Le fait qu'on n'ait pas le droit de faire ça, c'est pas à cause des conséquences ou de ce que ça pourrait faire, c'est un devoir, parce que c'est pas bien de faire ça, et on définit c'est pas bien de faire ça de plein de manières. L'utilitarisme, par opposition, c'est une forme de conséquentialisme, ça rajoute encore un mot, mais globalement l'utilitarisme, on peut oublier celui-là et parler de conséquentialisme, parce que c'est plus clair. Les conséquentialismes, c'est si les conséquences sont bonnes, l'action est bonne, si les conséquences sont mauvaises, l'action est mauvaise. Il reste derrière à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, comment on définit tout ça, c'est compliqué. Mais voilà, c'est la différence entre ça, c'est-à-dire que déontologisme pour les humains,
on n'a pas le droit d'utiliser les personnes qui ne sont pas consentantes. Je pense que ça nous paraît à tous très normal de réfléchir en tant qu'humain d'une façon déontologique, c'est-à-dire que, je pense même intuitivement, on se dit, on n'a pas à tuer, on n'a pas à faire mal à autrui, et donc c'est de la déontologie pure, et on n'y réfléchit même pas. Or, comme tu dis, pour les animaux, finalement, on essaye de trouver d'autres systèmes de pensée, et donc forcément on se dit oui, mais peut-être que telle molécule peut faire un grand bien, même si on ne se soucie pas vraiment de l'efficacité, ou on va pas chercher plus loin, mais bon, c'est une sorte de protection peut-être, parce que in fine quand même on voit bien qu'on applique il y a deux systèmes ici, et donc du coup on n'est pas très logique entre ce qu'on s'applique à nous et ce qu'on applique aux animaux. C'est ça, c'est un double standard complet, quoi, parce que les animaux, autant c'est ça, les humains on peut pas les utiliser s'ils sont pas d'accord, les animaux, s'ils sont pas d'accord on s'en fout, tant qu'il peut y avoir des résultats, tant qu'il peut y avoir des conséquences qu'on va juger positives. Et là, c'est là qu'on a le problème, parce que pour que ça soit valide, d'un point de vue strictement logique, pour que ça soit valide, il faudrait justifier le spécisme. Et la philosophie morale, elle a bien du mal à justifier le spécisme. Il y a du monde qui a essayé de le faire depuis 50 ans, ça marche jamais. On peut quand même dire qu'aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, parmi donc les philosophes moraux, le consensus plutôt, c'est que le spécisme est difficilement défendable. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui a été traité depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Et l'expérimentation animale s'inclut là-dedans. C'est un des sujets. Parmi d'autres. C'est un des sujets. Selon les écoles de philosophie morale, il va y avoir des conclusions un peu différentes, on en parlera mieux, mais c'est effectivement ça. En tout cas, toujours l'aspect spéciste de l'expérimentation animale pose problème pour les philosophes là-dessus. C'est vrai que dans tout ce que tu as expliqué par rapport au comité, par rapport à la réglementation, c'est vrai que dans la recherche, on sent bien qu'il y a toujours un postulat de départ, il y a un a priori qui est toujours là posé, et qu'en fait on ne va pas remonter jusqu'à cette prémisse, et qui est que quelque part, on est en droit d'exploiter les animaux, et après bien sûr on a des 3 R, on a tout un tas de considérations éthiques qui se rajoutent par-dessus, mais il n'y a pas cette remise en cause initiale de ce point de départ. C'est ça. Et alors que ce point de départ, il est super important dans le sens où le gros argument qui a été développé par les antispécistes dans les années 70 et qui est largement tenu depuis, c'est l'argument des cas marginaux, ça s'appelle. Et c'est justement ce qui permet de dire le spécisme est pas valide. Les cas marginaux, c'est ces personnes humaines qui vont avoir, par exemple, un degré d'intelligence, comme on fait souvent appel à l'intelligence pour justifier le spécisme, un degré d'intelligence qui va être inférieur à celui de, par exemple, une souris adulte en bonne santé. On pourrait penser, par exemple, au cas, et ça existe, d'un enfant qui naît et qui est invalide ou qui est cognitivement diminué, et peut-être sans espoir, c'est-à-dire que la médecine moderne dit que cette personne ne pourra pas. Oui, c'est ça. Sans même qu'il y ait la moindre possibilité, le moindre potentiel pour cette personne de développer une intelligence humaine. Et de toute façon, j'ai envie de dire, tous les bébés au moment où ils naissent sont moins intelligents que des souris adultes, clairement. Et pourtant, on va pas accepter de faire des expérimentations sur les bébés. Donc clairement, c'est pas l'intelligence des animaux, c'est pas la rationalité des animaux qui joue sur le fait qu'on va les accepter eux et pas les êtres humains dans les expérimentations. Sinon, on accepterait aussi les bébés. On accepterait aussi les personnes en état de mort cérébrale complète, les personnes profondément handicapées neurologiquement, dont justement la sentience dont on parlait tout à l'heure, l'intelligence en tout cas, est moins élevée que celle des animaux qu'on va utiliser dans ces expériences-là. Ces personnes-là, si on accepte l'expérimentation animale et si on n'est pas spéciste, logiquement, l'expérimentation sur ces personnes-là devrait être jugée acceptable. Et puisque ça nous paraît, je pense à tout le monde ici dans la salle et à tout le monde qui nous écoute choquant comme idée, si ça nous paraît choquant, si on ne veut pas expérimenter sur ces personnes-là, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on accepterait l'expérimentation sur les animaux ? Clairement, c'est pas leur intelligence, leur rationalité ou quoi qui fait la différence, puisque on a des gens en face qui ont un niveau de rationalité encore moins élevé. Oui, donc pourquoi on accepterait ? Les cas marginaux, si je me trompe pas, Peter Singer, qui est un grand philosophe pour la cause animale et utilitariste, donc il a été très critiqué pour ça. Et d'après ce que j'ai pu lire, donc à chaque fois, c'est souvent des considérations déontologistes qui viennent bien sûr critiquer parce qu'il aurait dit ceci ou cela en fonction de tous ces sujets. Mais
il est vrai que tel que tu l'exposes, la logique voudrait que si on a le droit d'un côté, on devrait avoir le droit de l'autre côté. Oui, et si on le refuse d'un côté, et qu'on veut pas être spéciste, parce qu'on reconnaît que le spécisme est illogique, comme ça a été largement démontré par la philosophie morale depuis 50 ans, dans ce cas-là, il faut refuser de l'autre côté aussi, et du coup, l'expérimentation animale est refusée. Et ça, après, ça dépend. Peter Singer, lui, ne refuse pas les expériences sur les cas marginaux, il ne refuse pas non plus strictement l'expérimentation animale. C'est juste que pour lui, il faut faire la balance entre les coûts et les bénéfices. Il faut que les bénéfices soient largement supérieurs au mal qui est fait, mais du coup, les gens qui utilisent Peter Singer pour dire « regardez, même lui, il accepte l'expérimentation animale », généralement, ils oublient de dire « oui, il accepte aussi l'expérimentation sur les cas marginaux ». C'est ça, il faut regarder les deux côtés. C'est ça qui est logique. Oui. C'est ça qui est logique. Si on n'accepte pas, dans ce cas-là, ni d'un côté ni de l'autre, dans ce cas-là, on va vers une perspective plutôt déontologiste où on va protéger des deux côtés, avoir une protection absolue sur un certain niveau de douleur, de souffrance, etc., de ce qu'on fait aux gens. Dans ce cas-là, c'est plus Tom Regan, si les gens veulent aller lire du Tom Regan, qui lui, une perspective déontologiste, les sujets d'une vie, donc les êtres humains qui sont sujets d'une vie et tous les animaux qui sont sujets d'une vie, c'est-à-dire énormément d'animaux, ne doivent pas être utilisés comme des moyens. Ils doivent être considérés comme des fins en soi. C'est eux, c'est leurs intérêts, c'est leur vie, on n'a pas à les instrumentaliser. Les êtres sentients ont une valeur inhérente. C'est ça. Oui, on peut dire peut-être que les êtres sentients, ce sont tous les mammifères, tous les oiseaux, tous les poissons, les crabes, les poulpes, les homards, et peut-être les insectes aussi. Les études sont en cours sur les insectes. En effet. Et puis alors, pour préciser, puisqu'on parle de la différence quand même entre les espèces et les individus, il y a des cas marginaux chez les humains, il y a des cas marginaux chez toutes les autres espèces animales aussi. Donc on n'est pas sur tous les mammifères, tous les poissons, etc. On est sur la plupart, sauf ceux qui sont des cas marginaux là-dedans, qui vont naître sans cerveau, qui vont naître avec des problèmes, qui vont avoir des accidents, qui vont réduire largement leur niveau d'intelligence, de sentience, etc. Peut-être ça fait 3 fois qu'on utilise sentience. La sentience, c'est la capacité à avoir des expériences positives et négatives subjectives, à appréhender subjectivement le monde. Et c'est une capacité qui est reconnue comme étant largement partagée par justement les mammifères, les poissons, les oiseaux, etc. Probablement les insectes, ce qui est très malheureux parce que la sentience implique aussi la capacité à souffrir. Et les insectes doivent douiller dans leur vie. Il y a beaucoup d'insectes qui doivent énormément souffrir de énormément de pratiques, s'ils sont effectivement sentients. Sachant que la sentience est un mot récent et qui est dans le dictionnaire depuis 2020. Et en France, après ça existe. C'est ça. Depuis, il est aussi important à préciser que c'est un concept qui est issu donc de l'éthologie et de la neurobiologie. Donc il y a des études et même des méta-analyses sur ces sujets. Et qui, forcément, quand on dit être sentient, forcément, il y a des intérêts à défendre. Oui, généralement, en sachant les intérêts, quand ils sont dits dans ce sens-là, la définition de ces intérêts-là, en gros, en philo, ça va être ce qui participe au bien-être. Pas au bien-être comme on en parle en élevage, où on va allonger les cages de 10 cm, non, ce qui participe vraiment à l'épanouissement, au bien-être, plus dans le sens de l'épanouissement de chaque individu. On a vu que le spécisme il est dominant. Mais est-ce qu'il y a quelques acteurs, Nicolas, qui ont des bonnes intentions ? Par exemple, on voit des efforts de remplacement de certains animaux, mais est-ce que c'est plutôt une stratégie marketing ? Et on a aussi des assos qui placent les animaux après les expérimentations afin d'éviter leur mise à mort. On peut penser à White Rabbit, Ethos Fair, Graal, etc. Oui, alors à n'en pas douter, les gens qui font ça, les gens qui organisent ces associations ont de bonnes intentions. Les intentions de dire un animal qui est à la fin d'une expérience et on va pas le tuer après ces expériences-là ou dans le cadre des expériences, ce qui est très très minoritaire, hein. Ça représente 0,000 quelque chose % des animaux. La plupart sont tués à la fin des expériences, ne serait-ce que pour analyser leur tissu. Donc ceux qui en sortent, il peut y avoir cette bonne intention de dire celui-là, on n'a pas besoin de le tuer et on peut le placer dans une famille. Il aura une meilleure vie comme ça qu'en étant tué. Je pense qu'il y a un cas très concret que Karine peut nous partager. Oui, moi j'ai adopté un lapin via l'association Ethos Fair. Un lapin qui a subi quelques expérimentations non intrusives de ce qu'on m'a dit et que j'ai pu récupérer et qui vit dans un enclos en semi-liberté chez moi avec d'autres lapins.
Alors justement, oui, ça va être principalement ces animaux qui vont pouvoir être placés de cette manière-là. C'est les animaux qui ont subi les souffrances les moins élevées dans les laboratoires. Exact. Parce que dès qu'il y a des souffrances plus élevées, ils vont être tués globalement après. Et donc, il peut y avoir, voilà, c'est génial pour ce lapin. Et il peut y avoir toutes ces bonnes intentions de la part des personnes qui placent comme ça. Derrière, c'est quand même une pratique qui est utilisée effectivement comme une stratégie de marketing par les gens qui veulent promouvoir, défendre l'expérimentation animale. Et parce qu'ils vont dire, voilà, regardez, qu'est-ce qu'on est gentil finalement, les laboratoires sont pas méchants, les laboratoires placent les animaux. Regardez cette macaque qui se retrouve comme ça dans un refuge, c'est génial, on l'a pas tué, etc. Les animaux auront tout autant souffert, tous les autres, du coup, on les oublie. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi, que ça ne devienne pas une stratégie marketing, que ça ne devienne pas une stratégie qui légitime l'expérimentation animale pour autant. Ça. Le fait qu'on en place une poignée, ça ne veut pas dire que c'était bien de les utiliser, ça ne veut pas dire que c'était acceptable de les utiliser, ça ne veut surtout pas dire que c'est acceptable d'utiliser tous les autres. On arrive à la fin de cette première partie avec Nicolas Marty, merci encore. Nous vous donnons rendez-vous sur la partie 2, où nous allons décortiquer ce vaste sujet de l'expérimentation animale et conclure sur des pistes de réflexion, afin d'avoir des rapports plus éthiques envers les individus doués de sentience, comme on l'a dit tout à l'heure, que sont les animaux exploités dans ces pratiques. Si vous aimez Kumquat, qui est une émission soutenue par la région Occitanie, et qui vous est proposé en replay sur www.campusfm.net. Vous pouvez l'écouter aussi, tous les épisodes sur Mixcloud, Spotify, Deezer et Google Podcast, mais aussi sur YouTube et Peertube. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et compte Twitter, liker et commenter nos publications. Merci et à bientôt dans Kumquat. Je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, mais bon, elle n'a pas souffert. Je comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait, non, on n'a pas compris. Puis en fait, on se dit peut-être que si, puis en fait, non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Dans une pipe Berthier, c'est quand même pas grand-chose, merde! Kumquat, l'émission végane qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste. Pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale.